Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes le 5 juin, c'est la journée mondiale de l'environnement. La célébration en Côte d'Ivoire s'inscrit dans la quinzaine nationale de l'environnement et du développement durable, avec pour thème principal, la nature nous parle. Comme pour dire que dans la nature, l'on peut trouver des solutions aux problèmes qui minent notre génération. Et puisqu'on parle de la nature et de ses mystères, je vous propose de suivre ces quelques mots de M. Apoutou Kofi. Il est naturothérapeute au CHU de Trècheville. Il soigne et guérit à base d'argile. Nous avons ici de l'argile, une argile composée qui est une argile universelle pour soigner toutes les pathologies. Je dis bien toutes les pathologies. Vous avez l'hypertension, on va vous soigner avec cette argile. Vous avez un cancer, on va vous soigner avec cette argile. Parce que l'argile est l'élément que Dieu a créé tel que c'est. Parce que l'argile est l'élément à la fois absorbante, qui peut faire dissoudre, et absorbante, qui peut aspirer tout ce qui est venin dans l'organisme. Et donc cette argile-là peut soigner toutes les maladies. Mais à cette argile, nous allons adjoindre des produits à base de plantes. Retour sur ce plateau avec nos invités. Docteur Eric Asamoah, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Régis Kofi. Vous êtes le directeur de la lutte contre les changements climatiques au ministère de l'Environnement. Tout à fait. Bienvenue. Merci. Nous sommes également avec le professeur Blaise Kadiot, qui est le coordonnateur du Programme national de gestion des ressources naturelles au ministère de l'Environnement. Bonsoir. Bonsoir, M. Régis Kofi. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions. Alors, on vient de le voir avec le naturothérapeute, la nature nous réserve beaucoup de surprises. Ben, tout à fait. La nature nous réserve des surprises parce que la nature est la mère nourricière. La nature nous offre tout. Là, il parlait des médicaments, des traitements. Mais dans la nature, on trouve aussi notre alimentation, de quoi se vêtir, de quoi s'abriter. Et donc la nature, c'est tout pour nous, c'est tout pour les hommes. Alors docteur, la journée de l'environnement aujourd'hui fait partie d'une série de journées célébrées dans ce que vous appelez la quinzaine nationale de l'environnement et du développement durable. C'est quoi justement cette quinzaine? En fait, merci Monsieur Régis Kofi de me donner la parole pour parler de la quinzaine. La quinzaine, c'est avant tout 2 semaines d'intense activité qui gravitent autour de 3 journées mondiales qu'on connaît, en l'occurrence la journée mondiale de l'environnement qui a lieu le 5 juin, aujourd'hui même, la journée mondiale des océans le 8 juin et à la journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse qui a lieu le 17 juin. Donc, un certain nombre d'activités, d'information surtout, de sensibilisation de l'ensemble, on va dire, de la population, toutes les couches sociales confondues, pour pouvoir faire prendre conscience de l'importance finalement de notre environnement dans lequel nous évoluons et quitte bien entendu à le protéger par la suite. Toujours les mêmes objectifs, sensibiliser pour un changement de comportement. Tout à fait, tout à fait. Alors professeur Blaise Kadiot, vous qui vous occupez des ressources naturelles, quel est l'état des lieux dans notre pays actuellement? Bon, l'état des lieux, vous savez que c'est le même constat qu'on fait au niveau mondial. Aujourd'hui, nos ressources naturelles sont en déplétion, donc on perd chaque jour des ressources, que ce soit des animaux, des plantes et tout ça. Et donc les activités anthropiques sont vraiment de graves menaces pour ces ressources-là. Et donc c'est pour cela que le ministère de l'Environnement et du Développement durable, avec à sa tête le professeur Joseph Sekaseka, disons, mène ces actions pour qu'on puisse inverser donc, ces tendances donc, à la perte de notre biodiversité et donc trouver des moyens pour éventuellement reconstituer ce que nous avons perdu. La Côte d'Ivoire a perdu près de 90% de ses forêts en 50 ans. La faune aquatique est menacée. Finalement, on se demande à quoi servent ces journées? Ben, ces journées, disons que la répétition est pédagogique. Je pense que ces journées sont l'occasion pour donc informer le corps social, donc les populations, les décideurs, les politiques, sur le fait que nous devons agir ensemble. Chacun à son niveau, par amenant des actions pour préserver cette nature, cette biodiversité, et aussi
surtout sensibiliser à outrance nos populations parce qu'aujourd'hui, c'est cela. Nous sommes dans des pays où nous avons des taux d'analphabétisme élevés et donc ce n'est pas toujours que les messages que nous portons auprès de ces populations-là passent. Donc il faut insister. Il faut insister donc à travers donc, les sensibilisations, les journées portes ouvertes que nous faisons. Bon, malheureusement, cette année, on n'a pas pu dérouler ces activités sur le terrain, Covid oblige. Mais monsieur le ministre nous a instruit pour que nous puissions donc, faire en sorte que le lien ne soit pas coupé donc, à travers l'utilisation de... On va revenir, mais est-ce que depuis l'annonce de ces journées, les célébrations de ces journées, est-ce qu'on a avancé dans la préservation de nos ressources? Oui, disons que nous avons beaucoup d'initiatives pour, disons, comme je l'ai dit, pour inverser les tendances à la perte de notre biodiversité. Aujourd'hui, c'est faire en sorte de restaurer donc, tous les écosystèmes qui ont été détruits, donc la reforestation. Donc aujourd'hui, il y a des programmes nationaux importants au ministère des Eaux et Forêts, au ministère de l'Environnement et du Développement durable, et donc voir comment est-ce qu'on reconstitue ces forêts que nous avons perdues. Il y a des initiatives personnelles. Aujourd'hui, nous avons les réserves naturelles volontaires, et donc les individus donc, peuvent mettre leur forêt en défense. Et parce que ça, on a sensibilisé les personnes sur le fait que c'est mieux de préserver une forêt que vous avez héritée de votre famille, qui pourrait vous rapporter plus qu'en exploitant, par exemple, pour faire de l'EVIA ou bien de la cacaoculture. Et donc aujourd'hui, il y a des Ivoiriens qui décident de mettre ces forêts en défense et donc pour augmenter les superficies de forêt, qui, comme vous le savez, les forêts produisent beaucoup de services écosystémiques et donc c'est important de reforester la Côte d'Ivoire. Finalement, est-ce que ce n'est pas un problème de communication, d'information? Est-ce que la population ne perçoit pas véritablement vos messages? Peut-être que la population ne perçoit pas les messages. Bon, quand on dit comme ça que la forêt c'est important, bon, on ne perçoit pas aussitôt. Oui, mais c'est ce que je disais, il faut pas relâcher, il faut continuer de sensibiliser. Aujourd'hui, je disais que si la génération qui est passée a perdu le coach de son rapport avec l'environnement, aujourd'hui, il faut préparer les générations qui arrivent à une meilleure, disons, implication pour la conservation de l'environnement, des ressources naturelles, par l'éducation environnementale. Et aujourd'hui, je pense que nous, au sein de notre ministère, c'est un point fort de notre action. Et donc, c'est ce que nous faisons. Et on continue de faire. Donc, il ne faut pas relâcher, il faut sensibiliser, il faut éduquer, il faut former les gens. Alors, docteur Asamoah, cette année, la quinzaine de l'environnement s'inscrit dans un contexte particulier avec la pandémie de coronavirus. Est-ce que vos activités ont été influencées? Merci, M. Régis Kofi. Effectivement, avec la pandémie de coronavirus, nos activités ont été impactées à telle enseigne où tout ce que nous avons l'habitude de faire en présentiel et en allant au contact même des populations ne pourra pas se faire, Covid oblige, mais nous avons décidé bien entendu de maintenir cette quinzaine et pour cela nous allons utiliser en termes d'innovation les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc il y a beaucoup de conférences qui seront organisées, des webinars en ligne pour pouvoir, on va dire, atteindre le maximum de personnes parce qu'il faut savoir qu'il y a des milliers, pour ne pas dire des millions même d'abonnés à Internet, il y a des millions de personnes qui sont sur les réseaux sociaux et toutes ces personnes-là vont faire l'objet finalement de nos différents messages que nous allons véhiculer. Et pour cela, nous sommes appuyés bien entendu par un certain nombre de partenaires techniques et financiers, en l'occurrence ONU Environnement, il y a la BAD, il y a même la Fondation Magic System. Et au passage, on aimerait les remercier pour le soutien qu'ils nous apportent dans ce combat de communication, ce combat de sensibilisation, ce combat d'éducation de notre population face à ces enjeux aussi importants que l'environnement. Très bien. Messieurs, nous allons aborder la deuxième partie de notre émission et nous parlons des solutions basées sur la nature dans les défis de la société. Alors, identifions tout d'abord les défis liés à la nature. Quels sont justement les défis de la société dans ce contexte-là? Les défis, il faut dire qu'ils sont nombreux. Les défis auxquels nous sommes confrontés. Et ces défis même ont été, on va dire, repris à travers les objectifs de développement durable, qu'on dit en abrégé ODD. Mais pour pouvoir recaler avec la situation de la quinzaine, on peut situer un certain nombre d'ODD qui sont directement liés à cela.
Par exemple, il y a l'ODD2 qui est lié à tout ce qui est relatif à la faim, donc qui entraîne bien entendu par déclinaison la sécurité alimentaire. Il y a l'ODD3 qui est lié à la santé. Il y a l'ODD12 qui est lié aux modes de production et de consommation. Il y a l'ODD13, bien entendu, qui est lié au changement climatique. ODD14, la vie aquatique. ODD15, la vie terrestre. Tout ça en lien avec la biodiversité. Donc, voici les défis, finalement, auxquels la société ivoirienne est confrontée et pour lesquels, bien entendu, on doit s'appuyer sur la nature dans une certaine mesure pour y répondre. Très bien. Qu'est-ce que la nature peut apporter comme solution, par exemple, dans les changements climatiques? Changements climatiques à la base des inondations et de la famine. Tout à fait. Effectivement, la nature peut apporter beaucoup en matière de solutions au changement climatique. Les changements climatiques, il faut savoir qu'il y a deux axes. Hein. Le premier axe, c'est la cause véritablement des changements climatiques, ce sont les gaz à effet de serre. Donc la nature peut nous amener des solutions pour pouvoir réduire ces émissions de gaz à effet de serre, et dans ce cas-là, on parle d'atténuation. Dans une certaine mesure, les changements climatiques aussi rendent vulnérables nos différents secteurs, et la réponse à apporter, c'est l'adaptation. Donc la nature doit nous apporter des réponses à la fois sur l'atténuation, mais également sur l'adaptation. Comme exemple, on peut citer les énergies renouvelables, par exemple. Pour la production d'électricité, on peut utiliser tout ce qui est solaire, on peut utiliser tout ce qui est éolien, et à l'occasion du solaire, par exemple, il y a 3 centrales photovoltaïques qui doivent être construites dans le nord de la Côte d'Ivoire, dans la zone d'Odiéné, Korogo et Touba. Et on peut évoquer également en termes, on va dire, de solutions à la nature, c'est tout ce qui est reforestation. Hein. Le fait qu'on reforeste peut nous permettre, bien entendu, d'accroître la capacité de captation du CO2, qui est un élément, on va dire, déclencheur du changement climatique. Et cela doit se faire en bonne intelligence avec l'agriculture, parce que les populations dépendent effectivement de l'agriculture. Et tout cela doit nous permettre d'atteindre des nouvelles pratiques, connues sous le terme, par exemple, d'agroforesterie, qui est un lien entre tout ce qui est culture vivrière et l'arbre. Il y a tout ce qui est agroécologie, et pour cela même, la Côte d'Ivoire a adhéré à un mécanisme qui nous permet, bien entendu, de réduire nos émissions en lien avec la déforestation et la dégradation des terres. Il s'agit du mécanisme REDD+. Oui. En termes de solutions encore, la nature, on peut évoquer, par exemple, tout ce qui est zone humide, hein, tout ce qui est mangrove, qu'il va falloir restaurer, parce que ces éléments, ces zones humides-là, ont certaines capacités, par exemple, d'absorber le trop-plein lors des pluies intenses, mais peut permettre aussi, en cas de sécheresse, de pouvoir servir de réservoir pour pouvoir pallier un certain nombre d'insuffisances en matière de ressources en eau. Voici quelques exemples que je voulais partager avec vous concernant ce que la nature peut nous apporter. Très bien, vous avez parlé de l'importance de l'énergie solaire. Ça fait des années qu'on en parle. Pourquoi ce n'est pas accessible? Il faut dire qu'il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu. Hein. Il y a le coût déjà de la technologie, mais il faut dire qu'il fallait avant tout analyser le contexte d'implantation de cette énergie solaire. Cela a été fait, a été consigné dans un rapport ou bien dans un document stratégique qui est le plan national, on va dire, d'énergie renouvelable, qui a été édicté par le ministère en charge de l'énergie. Et dans ce plan-là, il est prévu qu'on puisse augmenter la part des énergies renouvelables à une hauteur de 16% dans le mix énergétique. Donc voilà, les mesures sont prises. Certes, le coût est encore élevé et nous sommes en train de faire du lobbying pour que ces coûts viennent à la baisse. Voilà pourquoi, par exemple, on parle de transfert de technologies climatiques. Ce sont des éléments qui doivent permettre de réduire les coûts d'acquisition de tels, on va dire, équipements et permettre finalement leur vulgarisation. Donc voilà un peu ce qu'on pourrait dire concernant. Le processus est long. Est-ce qu'on peut, même si on n'arrive pas à dater, est-ce qu'on peut connaître la période? Est-ce qu'on peut savoir si dans 2 ans, 3 ans ou 10 ans, on pourra accéder à l'énergie solaire? Oui. À cette technologie-là? Oui, on a déjà accès. On a déjà accès. Justement, oui. pour que ce soit vulgarisé. Et je pense que la Côte d'Ivoire a pris un certain nombre d'engagements au niveau international de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et cela, bien entendu, va se décliner sur le terrain par rapport à, on va dire, des subventions qui pourraient être vraiment allouées aux différents coûts de ces équipements-là. Et on pense que jusqu'en 2030, c'est l'objectif qu'on s'est fixé réellement pour pouvoir réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, dans ce laps de temps-là, tout sera mis en place, bien entendu, pour pouvoir vulgariser cette nouvelle technologie-là. Très bien. Professeur, revenons à l'actualité avec le coronavirus. Est-ce qu'on peut dire que la nature a épargné l'Afrique jusqu'à aujourd'hui? Notre climat est chaud, le virus ne tient pas à la chaleur.
Est-ce qu'on peut dire que tous ces facteurs-là ont épargné l'Afrique jusqu'à aujourd'hui? L'Afrique est épargnée. Bon, peut-être que l'Afrique résiste mieux, disons, à ce virus. Pour le moment, les recherches sont en cours, on ne sait pas. Est-ce que la chaleur vraiment tue ce virus? On n'en est pas sûr. Hein? Et donc, moi, je pense qu'il faut continuer d'être prudent. Et peut-être ce que je peux dire sur ce virus, vous savez que ce virus, malgré les spéculations, son origine naturelle est donc affirmée. Donc ces virus-là viennent des animaux. Hein? Et donc, certainement, il faut revoir nos rapports qu'on a avec la faune sauvage, hein, parce que je vous dis que cette pandémie, elle a frappé l'humanité. Donc, mais on n'est pas sûr que... Il faut revoir nos rapports avec la faune sauvage. Mais oui. Comment Ben, vous savez, disons, le SARS-CoV, donc ce virus-là qui est en train de faire des dégâts sur l'humanité, on pense que ce virus provient de la faune sauvage. D'abord, les chauves-souris. C'est les premières hypothèses qui ont été émises. Donc, les chauves-souris, vous les connaissez, ces animaux qui ont un système immunitaire très, très, très efficace. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est l'une des voies de recherche, disons, des traitements. Ces chauves-souris abritent un certain nombre d'agents pathogènes, notamment ces virus-là. Et donc, beaucoup de ces virus-là sont abrités par les chauves-souris. Et heureusement ou malheureusement, ces chauves-souris-là abritent ces virus-là, mais ne font pas la maladie. Donc, ce sont des porteurs asymptomatiques. Et c'est lorsque, au contact d'autres animaux, ici, par exemple, au niveau de la Covid, on pense que la chauve-souris a transmis donc, ce virus-là à d'autres animaux comme le pangolin. Parce qu'on sait très bien que l'Asie, la Chine, est une zone où on a beaucoup d'exportation d'animaux sauvages. Et on soupçonne donc la chauve-souris et les pangolins d'être donc ces animaux-là qui ont libéré certainement ces virus-là. Bien entendu, aujourd'hui, avec les changements climatiques, la déforestation... Comment on met une barrière entre l'homme et la faune sauvage? Mais aujourd'hui, c'est cela. Il y a 50 ans, 60 ans, comme vous le disiez, on avait des forêts partout. Et donc, ces animaux sauvages étaient confinés dans les habitats naturels, donc dans des forêts. Mais aujourd'hui, une fois qu'on a, disons, détruit ces forêts, il n'y a plus de barrières. Donc, les animaux viennent au contact des humains. Et donc, ça cause des problèmes. Donc, ces zoonoses-là vont ressurgir. Donc, ces maladies qui sont transmises des animaux sauvages aux hommes, des hommes aux animaux sauvages, ces zoonoses-là vont ressurgir. Et donc, c'est pour ça qu'on demande qu'il faut revenir à la reforestation, à la restauration des écosystèmes, à éviter que cette faune-là soit consommée, etc. Donc il faut recréer l'univers des animaux. Alors, vous qui êtes spécialiste en changement climatique, est-ce que la chaleur a eu un impact sur la propagation du coronavirus sous nos tropiques? Bon, ce serait difficile de l'affirmer. Je pense que le professeur ici sur le tableau l'a déjà évoqué. Les travaux sont en cours et pour l'heure, pour être toujours dans la prudence, il faut adopter les gestes barrières qui ont été longuement, on va dire, répétés par les membres et l'ensemble du gouvernement. Donc voilà ce que j'avais à dire concernant la chaleur. Très bien. Parlant toujours du coronavirus, est-ce que vous pensez que la solution peut venir de la nature? Oui, tout à fait. Tout à fait. Ce n'est pas que pour le coronavirus. Il faut savoir que la nature nous apporte toutes nos solutions. Avant qu'on ne parle de médecine moderne, on se soignait. Et comment on faisait pour se soigner? On prenait tout dans la nature. Donc ça veut dire que la nature est le berceau même, de nos solutions à nos différents problèmes. Et il y a l'exemple qui est patent avec l'artémisine, qui est l'exemple de Madagascar, qui est une plante qui, à l'origine, servait à traiter le paludisme et qui maintenant augure de bons espoirs quant à la guérison de ce coronavirus. Donc voilà ce que je pourrais évoquer. Professeur, la nature est une richesse pour les Africains. On a plusieurs tradipraticiens dans nos pays. Pourquoi nos États ne mettent pas en avant cette richesse? Non, on ne peut pas dire que nos États ne mettent pas ça en avant. Disons que
peut-être que On a l'exemple du Covid organique. Oui, oui, mais disons qui n'a que... pas été beaucoup soutenu par les pays africains. Oui, bon, disons que pour le moment, vous savez que avec cette pandémie, on n'a pas de solution toute faite. Donc, chacun de son côté essaie de trouver des solutions. Vous savez que l'Organisation mondiale de la santé met des garants pour ne pas que... Mais les États sont libres de choisir leurs approches pour ne serait-ce que, disons, soulager la population. Et c'est ce qui est arrivé avec le président malgache. Hein, il y a un produit naturel qui est là. Bon, pour le moment, il n'y a pas de traitement. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaie. Et apparemment, les populations ont adhéré. Et, bon, peut-être que ça marche. Hein? Mais c'est pour vous dire que dans la nature, comme il a dit, on trouve tout pour se soigner. L'Afrique, nos populations utilisent à plus de 80% la pharmacopée, les plantes, les racines pour se soigner et pour soigner toutes les pathologies. Hein? Aujourd'hui, justement, avec cette pandémie de la Covid, il y a des opportunités qui sont apparues où certains chercheurs ont mis au point des produits antiseptiques. On n'a plus besoin d'aller acheter des gels. Et donc, c'est ces initiatives-là qu'il faut promouvoir pour que nos richesses, on trouve des solutions africaines. Et je pense que c'est ce qui est en train d'être mené. Et le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, je pense que a une direction de la pharmacopée pour vraiment essayer de faire avancer donc, cette question. C'est important parce qu'on a des ressources qu'on pourrait utiliser. Vous savez que tous les produits qu'on utilise pour se soigner, que ce soit en médecine moderne, etc., sont issus des plantes, des animaux. Et donc, les principes actifs sont extraits de ces plantes-là. Pourquoi est-ce que nous, on n'irait pas directement avec ces plantes-là et donc faire des produits améliorés, même si ce n'est pas des médicaments qui entrent dans les critères de sélection ou bien d'évaluation de la médecine occidentale. C'est pourquoi justement je dis que cette richesse-là n'est pas mise en avant dans nos États. Bon, disons que oui. Aujourd'hui, dans le cas du coronavirus, on sait qu'il n'y a pas de remède miracle. Ce sont les symptômes qui sont traités, parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des guéris, mais ce sont les symptômes qui sont traités. Alors que quand on parle de rhume, de toux, de fièvre, on les traite aussi avec des produits traditionnels, avec des feuilles, des plantes, des racines. Je vous dis que 80% de la population, nous, Abidjan, dans les villes, d'accord, mais dans les villages, ils utilisent ces plantes, ces produits-là pour soigner tout, pour soigner toutes les affections. Les rhumes, les toux, tout ça, il y a des plantes pour soigner cela. Donc maintenant, comme on le dit, c'est de passer à l'échelle, donc pour les mettre au même niveau que la médecine moderne, les produits modernes. Mais ça aussi, c'est un processus, ça prend du temps. Et donc nos États, je pense que nos États sont engagés dans ça. Voilà. Je pense que ça pourrait aider aussi à la préservation de nos ressources naturelles. Quand on sait que tel arbre ou alors telle écorce peut soigner telle maladie, on pourra protéger cette espèce d'arbre-là. Alors, le thème de la quinzaine de l'environnement est évocateur. La nature nous parle. Quel est le message de la nature? Le message de la nature, c'est que nous soyons, en tant qu'hommes, nous soyons les amis de la nature. Nous ayons comme on dit, des éco-gestes qui puissent préserver cette nature-là. Donc, elle nous interpelle à différents niveaux, à savoir à travers les maladies, à travers les catastrophes que nous observons ici et là. Donc, voici un peu les messages que la nature nous envoie. Il faut qu'on ait une oreille attentive à cette nature et qu'on puisse prendre la peine de la soigner lorsqu'on l'agresse. Donc, voici un peu ce qu'on pourrait dire à ce niveau-là. Et le message, le maître mot, voilà, le message qui sera repris durant cette quinzaine sera lequel? Bon, le message, c'est vraiment de revoir nos rapports avec la nature, de revoir nos modes de production, nos modes de consommation, tout ça parce que ça affecte énormément la nature. Alors que, comme je le disais, la nature nous offre tout, toutes les ressources, les services écosystémiques produits par la nature pour notre bien-être. Il faut qu'on prenne soin de notre mère nature, puisque une mère, on l'aime, et donc quand on aime une mère, on prend soin d'elle. Est-ce que vous avez des actions de proximité? Est-ce que vous avez des actions de proximité pour la préservation de nos ressources? Est-ce qu'il y a des actions de proximité?
Oui, les actions de proximité, il y en a beaucoup, puisque comme je vous le disais, aujourd'hui, il y a plusieurs axes pour restaurer donc, les écosystèmes, donc créer des plantations, donc des forêts communautaires. Donc il y a dans les villages, dans les campements, on incite ces populations-là à se mettre ensemble pour donc préserver ces massifs-là ou bien les recréer. Et aujourd'hui, comme je le disais, il y a des fonds qui sont disponibles avec les fonds verts, et donc les communautés qui ont des forêts pourraient bénéficier des appuis financiers. Et donc aujourd'hui, il y a vraiment des opportunités. Et donc ça, c'est vraiment les missions du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Et donc ça, nous jouons dessus et nous sommes auprès des populations pour que ces populations-là comprennent le bien fondé donc, de préserver donc, cette nature-là pour qu'en retour, on puisse bénéficier donc, de ces services. Prochain, on reste avec vous. En dehors de la sensibilisation et des lois, le développement des emplois verts peut être une solution dans la protection justement de la nature. Ben absolument. Je pense que, comme on le disait, dans quelques jours, je vais modérer un webinaire sur l'écotourisme. Donc l'écotourisme, c'est donc la valorisation donc, de ces ressources naturelles à des fins touristiques. Et à Côte d'Ivoire, nous avons des sites formidables, nous avons des parcs nationaux connus mondialement, des réserves, etc. Pour vous donner un exemple sur, par exemple, ce que pourrait générer l'écotourisme, un pays comme la Tanzanie avec le parc de Serengeti, les recettes annuelles sont de 250 milliards de francs CFA pour ce seul parc. Imaginez avec nous nos 9 parcs et réserves, qu'est-ce qu'on pourrait tirer comme ressources de revenus avec cela. Donc je pense qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train d'aller vers ces solutions. Pendant longtemps, on a axé tout sur l'agriculture, mais il faut diversifier nos sources de revenus. Et justement, comment le ministère de l'Environnement fait pour développer l'emploi vert en Côte d'Ivoire? Pour développer l'emploi vert, qui est vraiment l'un des fers de bataille de notre ministère, il y a même une direction qui a été créée à cet effet. C'est la direction de l'économie verte et de la responsabilité sociétale des organisations. Donc cette direction a pour objectif, bien entendu, de faire la promotion de tout ce qui est emploi vert. Et pour cela, même cette direction a eu à élaborer un catalogue de métiers verts, un catalogue d'emplois verts qui est déjà disponible et pour lesquels, on va dire, les différents partenaires sont prêts à nous appuyer pour pouvoir finalement mettre ça en application. Très bien. Je pense que nous avons fait le tour. Merci à vous d'être venus. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que M. Assamoah, Dr Assamoah, vous êtes spécialiste en changement climatique. Et nous avons également le professeur Blaise Kadjo, qui est coordonnateur du programme national de gestion des ressources naturelles. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouveau numéro de Ça fait l'actualité. Excellente soirée.